C'est bon. Alors, bonjour à tous, désolé pour le petit retard, problème de Wi-Fi. Donc, aujourd'hui, avec Jean-François, on va faire un REX sur la mise en place d'une architecture microservice, conjointement avec Xavier et Ingenico. On va vous expliquer comment on travaille depuis un an ensemble, vous Alors, expliquer les besoins. petite année, oui. Petite année, oui. Ouais. Vous expliquer les besoins et comment est-ce qu'on est arrivé à ce type d'architecture. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Donc, Nicolas Josviac, directeur de projet chez Xebia Studio et aussi programmeur, entre autres sur le projet Ingenico. Et donc Jean-François Canen, moi je suis en charge d'une partie de la R&D chez Ingenico, donc dans tout ce qui n'est pas dans le terminal, de ce qu'on appelle les terminal solutions. Donc je m'occupe de cette R&D au niveau du groupe Ingenico. Alors, on n'a pas été très original dans le déroulé. Ce qu'on vous propose, c'est parler d'un Génico juste brièvement pour comprendre dans quel contexte s'inscrit le projet, qu'on présente les enjeux du projet, et puis surtout, du coup, quelle architecture, on vous présentera l'application, et puis le retour d'expériences associées. Alors, j'imagine que vous avez vu des tas de présentations assez techniques sur les microservices et les architectures dites réactives. Ce qu'on va surtout essayer de faire, c'est, même s'il y a pas mal de techniques qui est présentée durant cette présentation par Nicolas, et puis dans la journée, il y a d'autres présentations, d'essayer de mettre les microservices en perspective des enjeux métiers. C'est-à-dire, c'est pas simplement de la technologie pour la technologie, mais pourquoi on l'a fait pour satisfaire un certain nombre d'enjeux métiers. Alors, un Génico brièvement, donc je pense que vous avez tous l'expérience de taper votre code sur un terminal de paiement Ingenico. En fait, Ingenico, on est les leaders mondiaux sur les solutions d'acceptation de paiement. Donc, quand on fait un paiement, il y a celui qui achète, qui paye, et il y a le côté commerçant qui accepte un paiement. Donc, nous, on est leader sur mondial, avec 5800 employés dans 40 pays. En fait, la France, c'est moins de 10% du chiffre d'affaires. Et il y a moins de 1000 personnes en France. Et on est vraiment une société internationale. Donc il y aura quelques transparents qui sont encore en anglais. Je m'en excuse, mais c'est notre position qui fait ça. On fait 70% du chiffre d'affaires dans le hardware et 30% seulement dans les services. Et les services, ce n'est pas dans toutes les géographies. Hein, c'est principalement dans certains pays d'Europe. Bon, voilà, on est aussi numéro 1 en Chine avec 40% de part de marché et on a des croissances et des rentabilités à deux chiffres ces quelques dernières années. Alors, on essaye de couvrir, dans la stratégie, de couvrir tous les canaux de vente, de faire de l'acceptation de paiement dans tous les canaux de vente. Donc, historiquement, on était dans le paiement en face à face en magasin, mais aussi on a des solutions en ligne. Donc avec des grands clients comme KLM par exemple ou d'autres dans une logique mondiale d'acceptation de paiement depuis les sites internet. Et troisième marque sur l'acceptation de paiement en mobilité. Alors moi je vais vous parler de l'acceptation de paiement dans un contexte face à face en magasin. En magasin, on a 27 millions de terminaux qui sont déployés dans le monde. Ça veut dire on est chez 10 à 15 millions de commerçants, en fait, dans le monde entier. Et en 2014, on a livré 9 millions de terminaux. Ce qui est peut-être nouveau pour vous, c'est qu'en fait, vous connaissez tous les grands schémas de paiement par carte avec Visa, Mastercard, etc. Mais en fait, il y a énormément de schémas locaux et de méthodes de paiement locales. Et donc, on supporte, dans une présence mondiale, on supporte plus de 300 méthodes de paiement. Plus de 300 méthodes de paiement, et donc associé à ça, il y a autant d'applications, donc de logiciels de paiement dans les terminaux. Du coup, on a 20% des collaborateurs Ingenico qui travaillent dans de la R&D logicielle, et sont repartis dans le monde entier dans 25 centres de R&D. Alors, notre projet, qui s'appelle Merchant Service Hub, il a un objectif, c'est de développer l'activité de service autour du paiement dans le monde entier. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 30% seulement de l'activité en paiement, beaucoup sur le paiement en ligne, en service de paiement. Et donc là, on veut renforcer et avoir une offre qu'on puisse déployer partout dans le monde sur du service de paiement, autour du paiement, dans des magasins. Alors, on est confronté à deux contraintes importantes. Le premier, y compris pour les banques, la capture et le traitement de la transaction deviennent commodité.
Ça a été peut-être original il y a quelques années au moment de la sortie des cartes à puce, avec beaucoup d'exigences de sécurité, mais en fait, l'acceptation d'un paiement par carte devient une commodité. Du coup, il faut qu'on ait une structure économique qui soit adaptée à cette commoditisation. Capturer une transaction doit coûter de moins en moins cher et on doit être en mesure, dans notre architecture, de bénéficier de toutes les évolutions technologiques qui, dans le modèle des grands acteurs cloud ou du web, baissent leur prix de façon continue avec les progrès technologiques. Alors, je rappelle que Amazon a baissé ses prix plus de 25 fois depuis qu'ils ont ouvert le service Amazon Web Services. Donc il faut qu'on soit dans cette même situation parce que le marché impose que la capture de la transaction coûte de moins en moins cher. D'accord ? La deuxième chose, c'est face à une logique de commoditisation, on est toujours dans la même logique de trouver des services nouveaux à valeur ajoutée qui vont permettre d'avoir de nouvelles sources de facturation, donc de nouvelles sources de revenus parce qu'on fait des services à valeur ajoutée. Et ça permet d'augmenter la fidélité des clients et d'attirer des nouveaux clients dans une logique où la capture de la transaction simple a de moins en moins de valeur. Donc les services à valeur ajoutée, c'est par exemple gérer de la fidélité. C'est-à-dire, je sais que ce consommateur achète de façon répétée dans ce magasin un certain nombre de choses, et je peux les comptabiliser pour mettre en place un système de fidélité, peut-être le plus simple étant par points, et quand on gagne des points, on a des réductions, qui est aussi une sorte de moyen de payer, de consommer les points qu'on a acquis. Donc voilà le type de choses. Alors là-dessus, il y a énormément de créativité. Les systèmes de fidélité, il y en a partout. Si on est sur un type de vente ou sur un autre, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et puis les systèmes de fidélité, ils sont soit originaux à un marchand qui a des idées particulières, ou ils sont mutualisés sur un ensemble de marchands. Donc il faut pouvoir gérer ça. Bon, on est plutôt une entreprise qui vient du monde industriel, qui fabrique des objets, le terminal de paiement, et donc faire des offres logicielles, c'est un petit peu différent. Donc on s'est mis dans une logique d'un développement au départ en centrale par la R&D Group, dans mon entité, et dans une logique MVP, en disant Minimum Viable Product, en 4 mois on sort une version 1, et après on la fait grandir. Et surtout, comme j'ai expliqué, il y a une très grande diversité dans le monde des services de paiement, 25 centres de R&D dans le monde chez Ingenico, donc on s'est mis dans une position de concevoir et de livrer une solution qui pourra être exploitée, géographie par géographie, mais aussi personnalisée et étendue par les centres de R&D dans les régions. Ce qui est un enjeu assez important et qui fait que en fait, dans une volonté d'avoir une offre qui évolue très rapidement, on ne peut pas se dire ça n'évolue que si, à Paris, il y a des gens qui font l'évolution demandée. Il faut que les régions soient autonomes dans la capacité d'étendre la solution pour satisfaire les besoins de leur marché. Donc du coup, on est dans une logique de type open source interne, les gens qui parlent de inner source, ce n'est pas un open source global, c'est une logique d'open source interne permettant à chaque centre de R&D chez Ingenico éventuellement de corriger de façon rapide un problème ou d'étendre la solution pour satisfaire le besoin d'un client. Bon, on est dans une logique as a service, donc nos solutions sont livrées dans une logique de type cloud, et donc il faut être très attentif dans une bonne continuité, dans une optimisation des choix d'architecture et de construction logicielle pour qu'on ait un run efficace et le moins cher que possible. D'accord ? Et puis on s'est dit on ne va pas faire ça tout seul et faire monter toutes les régions en même temps. On a dit collaborons de façon très étroite avec une région qui a un marché propice, une volonté et les compétences locales pour travailler. Et donc on l'a fait avec nos collègues à Singapour qui gèrent la région Asie-Pacifique. Alors la version 1, on s'est dit, voilà, Asie-Pacifique, ils ne vendent pas de services autour du paiement en magasin. Nouveaux services, nouveaux clients, c'est un problème. Donc qui sont les grands clients actuels de la région? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des acquéreurs, c'est-à-dire des banques en fait, qui sont les accepteurs du paiement, donc la banque du marchand. Parce que j'aurais dû vous dire qu'en fait, on n'a pas chez Ingenico de force commerciale qui adresse directement les petits commerçants. Nos clients sont les banques qui, elles, vendent nos terminaux et nos services à leurs marchands. Et donc, on s'est dit, la solution qu'on va faire, elle va vendre à nos grands clients, les banques locales, des solutions qui vont aider les marchands à être plus efficaces. Et puis, la plus grande force sur ce marché, c'est quoi?
c'est tous nos terminaux de paiement qui sont sur le terrain avec les applications de paiement qui existent et qui sont validées pour tous les moyens de paiement disponibles. Donc on va tirer avantage de ça et on va acheminer les flux de transactions vers les... On va mettre une plateforme, le hub, qui va acheminer les flux de transactions vers les banquiers et qui, au passage, va capturer les informations et proposer des services à valeur ajoutée, essentiellement dans la V1 de type reporting, alerting, business intelligence, aider le marchand à mieux suivre et à mieux conduire son activité. Le principe d'architecture, j'en ai un peu parlé, c'est conçu pour intégrer facilement de nouveaux services à un coût réduit, idéalement marginal, et donc proposé en mode managé chez nos clients. Donc la V1, elle ressemble un peu à ça. Il y a deux configurations en magasin, si on a une caisse intégrée ou pas. Donc on a rajouté des solutions d'intégration avec la caisse. On est entre le magasin et les systèmes informatiques des banques qui font l'acceptation de paiement. On fait du routage de la transaction, on fait du reporting, de l'alerting. Vous avez tous connu le petit papier là, que garde le commerçant pour avoir une preuve et éventuellement en cas de conflit dire attention, j'avais fait ce paiement, j'avais accepté ce paiement de 100 € et j'en ai une trace. C'est un peu compliqué à gérer ça dans des boîtes de chaussures parce qu'il y a des papiers s'entassent. Donc on va faire ça de façon complètement numérique. Et évidemment, pour que ça marche, ben, il faut rentrer des nouveaux utilisateurs, des nouveaux marchands, des nouveaux commerces, etc. dans une logique qu'on a voulu très souple en self-service. Et on fournit un portail pour les marchands, pour les banques, soit en business support, soit en acquéreur. Et puis nous, il faut bien qu'on supervise le système. Alors, on a aussi un certain nombre d'API internes pour pouvoir faire des services à valeur ajoutée en interne sur notre plateforme, mais aussi de pouvoir proposer des API entrantes ou sortantes pour se connecter à des services externes. Typiquement, en Asie, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des porte-monnaies électroniques, et puis il y a même des entités qui fédèrent plusieurs porte-monnaies électroniques entre eux. Donc on fournit des API qui permettent de dire, ok, j'alimente des porte-monnaies électroniques ou je consomme de l'argent qui est disponible sur un porte-monnaie électronique dans une transaction en magasin. Donc la valeur créée pour les marchands, elle est de conduire son activité plus efficacement, de suivre son activité et d'améliorer sa connaissance client. On montrera tout à l'heure un petit peu ce qu'on fait là-dessus. Et puis pour l'acquéreur, c'est de se différencier parce qu'il propose à ses marchands des nouveaux services, au-delà de juste je prends une transaction et elle arrive sur le compte du marchand. Et ça peut se monnayer, ça se paye. Et puis pour eux aussi, au lieu d'avoir une connexion avec chacun des marchands, et de gérer la communication avec chacun des marchands, nous, notre hub de service, il leur simplifie la vie parce qu'ils se connectent qu'une seule fois à notre hub de service, plutôt que de gérer des communications avec des centaines de milliers de marchands. Voilà, alors, on est dans une logique build to run où on a indiqué qu'il y a une sorte de open source interne avec la capacité pour la R&D groupe et les R&D régions d'améliorer le système. Évidemment, on automatise tous les déploiements en fournissant entre autres une sandbox qui permet de tester toutes les évolutions faites par la région avant de passer en production. On manipule des paiements, donc il faut un petit peu faire attention. Et puis, région par région, on est capable de déployer dans des sites d'hébergement. Et on a aujourd'hui une cible, on n'avait pas demandé à nos collègues d'Asie-Pacifique de construire un nouveau data center. Donc on a dit, tout ça, ça fonctionne sur Amazon. C'est le parti pris qu'on a aujourd'hui, même si notre architecture n'est pas adhérente à Amazon et qu'on travaille sur un autre type de déploiement plus traditionnel en dehors d'Amazon pour une autre région. On a complètement automatisé, et Nicolas en donnera les détails, avec une technologie de containerisation Docker, du Mesos, du GoCD et de l'Ansible, de façon à automatiser ces évolutions et ce partage de l'évolution et de l'enrichissement du système par des équipes complètement distribuées. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des enjeux très importants de scalabilité. On peut considérer que ce flux, c'est vraiment une logique de flux. Un terminal de paiement, il est connecté à la centrale de service selon différents moyens de communication, lents ou rapides. Il y en a pas mal encore en RTC, donc en RTC, en GPRS ou en réseau IP. On en a des centaines de milliers.
Actuellement, on est en pilote pour notre plus gros client en Asie-Pacifique, qui est une banque en Indonésie. On leur livre tous les ans 100 000 terminaux. Donc on a des centaines de milliers de terminaux qui se connectent. Et puis on connaît tous des logiques de pointe et quand c'est Noël, il y a beaucoup d'achats. Ce qu'il y a de bien dans notre métier, c'est que les pointes sont connues dans le calendrier, hein, ça ne change pas normalement d'une année sur l'autre. Donc autour de Noël, il y a beaucoup plus de capacité et de paiement. Et puis notre problématique, c'est de dire, face à ça, quelles ressources informatiques il faut qu'on mette pour supporter ces charges-là. Et parce que en pointe, c'est sûr qu'il faut des centaines de transactions par seconde à gérer. Et puis quelle est l'économie de tout ça. Et donc pour ça, on s'est dit, il faut utiliser les architectures dites réactives, qui sont très efficaces en termes d'utilisation des technologies hardware les plus modernes. Et puis surtout, on a une logique de composants et de modularité, et il faut qu'on soit en mesure de gérer la scalabilité composant par composant. Et ça, c'était une contrainte d'architecture assez importante. En termes de continuité de service, on est sur du paiement. Il n'y a rien de plus embêtant pour un marchand de ne pas pouvoir accepter un paiement d'un de ses clients. Donc on est sur un objectif 4.9, 99,99. Ça veut dire que par an, il faut de l'ordre de 52 minutes d'arrêt au maximum du service. Donc on a une architecture complète en design for failure, avec le choix des composants d'infrastructure associés, base de données, etc. Et puis, une logique de supervision et d'autosurveillance de la plateforme qui, en cas de défaillance d'un composant, est capable de réagir pour qu'il n'y ait pas d'interruption de service. Donc, j'ai parlé des choix des technologies. Et puis, au-delà des défaillances logicielles, on a travaillé deux éléments, parce qu'il y a deux autres causes d'interruption du service qui sont bien connues. C'est comment on fait les maintenances évolutives. Donc, comment on peut mettre en place de nouvelles versions sans interrompre le service. Ça veut dire donc être capable de gérer plusieurs versions simultanément sur la même plateforme, d'avoir des logiques blue-green de diffusion et progressive de la nouvelle version, et puis aussi de faire très attention aux logiques d'évolution des données, parce qu'on ne peut pas restructurer la base quand on veut. Et puis la deuxième cause d'interruption, c'est quelquefois les erreurs humaines, et donc la logique, elle consiste à tout automatiser. Le plus possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'intervention humaine source d'erreur, et puis surtout de faire un monitoring et un logging de tout ce qui se passe sur la plateforme. Et ça, Nicolas en parlera après. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais on a mis quelques références pour vous faire comprendre ce que c'est que les architectures dites réactives, hein, qui réagissent à la charge des utilisateurs ou des terminaux, qui est fondamentalement sans état et qui répond à des événements, qui est scalable par morceaux, avec équilibrage de charge, et qui réagit aux pannes de façon simple. Donc pour ça, on a choisi d'utiliser les technologies fournies par TypeSafe, la logique d'acteur AK et le framework Play. Et donc je vous invite à regarder le Reactive Manifesto qui décrit tout ça dans le détail. Et puis je trouve une bonne présentation sur pourquoi ce type d'architecture utilise mieux les machines dont on dispose aujourd'hui, qui sont essentiellement multi-CPU, multi-cœur, et comment on peut traiter facilement du parallélisme avec ce type d'architecture et de façon efficace. Alors, microservices, vous connaissez sans doute, j'ai juste rappelé, hein, l'idée c'est d'avoir une responsabilité unique de chaque composant. Un microservice ou un service fait une chose et le fait bien, avec une interface bien définie. On peut le déployer, on peut le scaler, il est tolérant aux pannes de façon indépendante, uniquement en considérant ce service-là. Alors, la raison la plus importante, et c'est un peu ce que j'essaye de mettre dans cette figure, c'est qu'un microservice ou une architecture de microservice, elle est plutôt plus facile à comprendre. Donc, si je veux que les équipes de R&D dans le monde entier, en Asie-Pacifique, aux États-Unis, en Amérique latine, s'approprient la solution et se sentent à l'aise pour changer un microservice pour un autre ou rajouter un nouveau service, il faut que ce soit simple. Et si on reprend les architectures habituelles de type monolithe, ça fait peur aux développeurs et ça inhibe toute évolution par des équipes distantes. Et on a une solution qui reste coincée dans l'équipe de développement qui l'a initialement conçue. Et donc on est vraiment dans cette logique d'avoir quelque chose d'extrêmement modulaire, permettant
à quelqu'un de faire un changement simple parce qu'il rajoute un nouveau service ou parce que il fait évoluer les relations d'un service à un autre. Il a éventuellement la capacité d'utiliser des technologies différentes si c'est nécessaire, parce qu'il a les compétences qu'il a des compétences dans cette équipe. Et puis la logique de taille, c'est une grande question qui agite beaucoup de gens de dire quelle est la taille idéale d'un microservice. Moi, j'aime bien reprendre cette proposition qui est de dire la taille, c'est quelque chose qui peut être réécrit en 2 semaines si c'était nécessaire. Hein. Et puis, j'aime bien aussi illustrer ça en disant, voilà, cette capacité de faire évoluer les choses. Quand on a un monolithe, eh ben, il faut beaucoup d'efforts de façon coordonnée. Et en général, c'est très difficile et très dur. Et ben, si on a des choses qui sont plus petites, et ben, chacun peut ramener des pierres ou en enlever de façon assez simple. Et donc ça, c'est vrai que c'était un changement assez important par rapport à la façon dont on concevait les solutions auparavant. On a travaillé aussi à la simplicité des interfaces utilisateurs, de tout ce qui est flexibilité des données. On est complètement basé en API REST et en format JSON. Un client lourd dans le browser. Et puis en fait, c'est complètement limpide d'avoir des structures JSON qui partent du browser pour aller dans la base ou le contraire, avec une capacité de rajouter des nouveaux éléments de données très simplement. Parce que ça, c'est aussi une chose importante. À chaque fois qu'on rajoute des nouveaux services, finalement, les services région par région, client par client, ils ont des paramètres nouveaux, ils n'ont pas les mêmes jeux de paramètres, il faut pouvoir les ajouter très simplement. De la même façon, une transaction de paiement, pays par pays, elle contient à peu près toujours les mêmes informations, mais pas toujours. Il y en a en plus, il y en a en moins. Et donc, il fallait avoir une structure qui soit extrêmement souple de ce point de vue-là, dans toute la chaîne, depuis le browser jusqu'à la base de données. Et pour ça, donc on s'est basé sur le framework React de Facebook qui, pour nous, était très intéressant parce qu'il rentre dans une logique de composants web. Et donc, on voit bien que paramètre par paramètre, service par service, on a des sous-ensembles des composants de paramètres ou des composants d'informations qui caractérisent une transaction de paiement qu'on peut componentiser, si on peut dire en mauvais français, et qu'on peut réutiliser dans des applications un peu ciblées. Et puis du point de vue structure de données, on utilise Couchbase pour ses capacités aussi de réplication, tolérance aux pannes, d'enregistrement du JSON et Elasticsearch pour toutes les requêtes. Le maître mot pour nous, c'est à partir du moment où il y a un nouveau data element à gérer dans la plateforme, combien de temps il nous faut pour le rendre opérationnel. Et ben c'est à partir du moment où on est complètement dans une logique basée sur JSON et ce type de technologie-là, il y a un temps très court pour gérer un nouveau data element, par exemple dans les transactions. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Nicolas, qui va vous détailler tout ça. On va rentrer un peu plus dans le détail de l'architecture. Donc comment ça se présente? Donc comme Jean-François le disait, le but du jeu, c'est de se mettre entre le terminal de paiement et la banque et de capter le flux. Donc ce flux qui est ici, on va capter donc, des transactions, on va appeler, dans un event bus. Donc ici on a pris le parti de prendre Kafka. Donc Kafka va capter tout ça. Et ces événements, ensuite, il y aura un certain nombre de services, de processus qui vont traiter ces événements, les dépiler, appliquer des règles fonctionnelles. Donc j'y reviendrai un peu plus dans le détail un peu plus loin. Et les sauvegarder dans Elasticsearch et Couchbase. Et ensuite retrouver des informations lorsqu'on veut les afficher au client. Et aussi retrouver des informations par rapport à la banque. Bien entendu, comme vous pouvez vous l'imaginer, dans un terminal de paiement, on a une mémoire assez faible. Du coup, peu d'informations. Le but du jeu, c'est d'à partir d'un ID de retrouver les petits copains. Par exemple, je vais avoir l'acquéreur, mais je vais retrouver son marchand associé, ses magasins, etc. Donc il y a toute une mécanique mise en place. Il faut voir, j'insiste sur Kafka, il faut voir ça comme la colonne vertébrale du système. C'est elle vraiment qui va tout capter, c'est à partir de là où on va plugger les nouveaux services, etc. C'est vraiment notre élément le plus structurant, le plus important. Et aussi l'amortisseur sur les performances, quoi, hein. C'est quand on a un flux important, en fait Kafka, en régime de pointe, il joue le rôle un peu d'amortisseur par rapport à des traitements qui sont un peu derrière et qui pénalisent pas le flux global entre l'application de paiement sur le terminal et l'aller-retour avec les systèmes de la banque, hein, parce qu'évidemment le temps de réponse perçu ou le temps de service perçu par l'utilisateur, il ne veut pas attendre son retour
son retour d'acceptation de paiement trop longtemps. Avec une vue un peu plus technologique, on va dire. Donc là aussi, comme on disait tout à l'heure, on a pris le parti de prendre du AK pour gérer tout ce qui est fonctionnel. Donc on retrouve la brique sur la captation des transactions, sur les différents services qu'on va adopter. On a mis ça dans des Docker pour des facilités de déploiement, pour pouvoir scaler très rapidement. Donc Kafka, j'insiste pas plus, si ce n'est que, comme le disait Jean-François, ça fait tampon, dans le sens où, effectivement, si on a beaucoup de flux, bah, ce qui va être ici peut prendre son temps. En fait, Kafka a l'avantage de pouvoir consommer, on peut définir des vitesses de consommation suivant les services. Du coup, c'est vraiment sous forme de tampon. Elasticsearch Couchbase, on en a parlé, j'y reviens pas. Play pour l'exposition des API et donc React.js avec du Flux pour l'affichage. Je vais revenir un peu plus dans le détail au cours de la présentation. On va aller un cran plus loin sur tout ce qui est déploiement, on va partir du déploiement. Donc comme le disait Jean-François tout à l'heure aussi, on a pris le parti de prendre Ansible. Donc il y a d'autres outils, mais on a pris le parti Ansible qui fait très bien le boulot, pour pouvoir provisionner toute notre infrastructure sur Amazon. Donc on est arrivé à l'état d'infrastructure immutable, parce que comme le but du jeu c'était de pouvoir déployer dans diverses régions, donc on est capable de tout écraser et tout reconstruire en très peu de temps et rapidement. Et ça s'auto-alimente dans le sens où Ansible en fait va provisionner des machines et installer GoCD. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil d'intégration continue de Southwark. Et en fait, GoCD, on lui a préconfiguré des pipelines de jobs. Donc c'est des jobs comme Jenkins, pour ceux qui connaissent. Et du coup, ces pipelines vont lancer Ansible pour les autres applications. Donc les machines et les installer dessus. Donc ça s'auto-alimente. Et du coup, on a tout automatisé. Et c'est très pratique, ça prend beaucoup de temps au démarrage. On y travaille encore de temps parce qu'il y a des petits coups de tournevis à donner. Mais une fois qu'on a ce système-là, on est tranquille et comme on disait, bah, on est capable de tout écraser et tout refaire en un rien de temps. Je vous ai mis une copie d'écran de l'outil. Donc on voit qu'on a des pipelines. Donc ici, typiquement, ces trois traits, ça correspond à la phase de compilation, de test et de déploiement. Donc on retrouve tout ça. On retrouve différents services qui sont déployés, donc typique par exemple le reporting customer, j'y reviendrai dessus un peu plus tard, c'est un des services donc, qui va capter les événements dans Kafka, appliquer des règles métiers et ensuite faire une sauvegarde dans Elasticsearch. On retrouve ici notre infra Ansible, donc ce que je disais, qui va être capable de lancer les autres builds pour construire les machines pour Mesos Marathon et installer les programmes adéquats. Et du coup aussi, il va être capable GoCD de déployer sur Mesos et Marathon après ces services-là. Donc comment ça se passe? En fait, qui connaît Mesos Marathon dans la salle ou qui l'utilise déjà? Ok. Alors Mesos Marathon, il faut voir ça comme un data center. Vous avez un data center, donc un parc de, on va dire, 10 machines. Et tout ce que vous allez lui envoyer comme image Docker, lui, c'est lui qui va être assez intelligent pour répartir où il doit lancer les applications. Donc, je vous ai mis un exemple. Donc, en partant de GoCD, on va envoyer une requête HTTP en post avec diverses informations. Je vous montrerai éventuellement un détail sur un Mesos Master. Et ce Mesos Master là va se charger de répartir suivant son parc de machines où il doit déplier les applications automatiquement. Il est suffisamment intelligent pour répartir comme il le faut. Donc ici par exemple je vais demander deux instances de mon application Returning Customer. Il a choisi de mettre ces deux instances sur le même slave, pourquoi pas, enfin il juge qu'il a assez de place, assez de mémoire. Par contre on voit ici que j'ai mon transaction indexeur, j'ai deux instances, il a choisi de mettre sur deux slaves différents, puisqu'il se dit bah ici ça commence à être un peu chargé, je vais répartir automatiquement. Et après je vais avoir d'autres services aussi qui va pouvoir dispatcher. Ce qui est important c'est de voir la souplesse qu'on a, donc on parlait de charge tout à l'heure qui est très importante à supporter. Si on rajoute un nombre d'instances adéquates, Mesos va tout faire automatiquement pour nous. Et c'est un outil qui devient très très stable et très fiable. Et ça nous aide beaucoup. Pour aller un cran plus loin, il y a donc Marathon aussi qui est de pair avec Mesos. Je vous ai mis, on voit pas très bien, je vous ai mis donc un écran d'administration de Marathon où on a tous les services ici d'Ingenico qui sont déployés. Donc on a des informations sur le nombre de CPU qu'on utilise, on peut aller vraiment configurer finement nos services. Le nombre d'instances qui sont déployées, on a des systèmes de health check. Donc ici pour le moment il y en a un mais on en a rajouté d'autres depuis. On voit l'état, c'est running. Ce qui est important, comme je le disais aussi, c'est le nombre d'instances.
Marathon, en fait, a la capacité de s'auto-entretenir, s'auto-réparer, on va dire. C'est-à-dire que si je lui demande 4 instances de returning customer, par exemple, il y en a une ou deux qui tombent pour X raison, il y a une machine qui se crache, etc. Lui, automatiquement, il va notifier Mesos de lui dire, bah non, moi j'ai besoin de mes 4 instances, débrouille-toi comme tu veux, mais il faut que tu m'en redémarres 2. Et Mesos va répartir sur les slaves restants les autres instances qui doivent être allumées. Donc ça marche très bien. Et si vous vous lancez dans l'aventure des microservices, je vous recommande cet outil-là. Alors maintenant l'application, je vous ai parlé brièvement de comment on s'orchestre l'architecture. L'application, à quoi ressemble l'application au final par rapport à ce que disait Jean-François. Donc pour rappel, l'application gère des acquéreurs, des banques, des marchands, et les marchands gèrent des magasins. Et les magasins après gèrent les terminaux. Donc on a une structure hiérarchique. Ici, je vous ai mis l'écran d'un acquéreur. Donc, quand il se connecte, il a un dashboard qui lui permet de voir donc tous ses marchands, le nombre de terminaux, les transactions en cours, les tendances par rapport au jour précédent, etc. Et donc, on voit qu'il peut piloter des marchands. On descend un cran plus loin. Maintenant, je me connecte en tant que marchand. En tant que marchand, je vais voir tous mes magasins, voir les transactions, les revenus. Là, ici, il y a des systèmes pour pouvoir rechercher assez rapidement par rapport au début du mois, début de l'année suivante, la semaine en cours, le jour en cours, etc. Donc, on peut avoir un niveau assez fin avec des graphiques donc sous forme avec iChart. Et donc, comme je le disais, un marchand va piloter des magasins et des terminaux. Du coup, on peut avoir un niveau assez fin. Ça se traduit par des écrans, des formulaires qui sont à peu de choses près identiques entre acquéreurs, marchands et magasins. Du coup, on a une liste on peut lister les magasins. On a les formulaires pour créer et modifier des magasins. Et du coup, avec React, ça nous a permis de faire ces formulaires un peu standardisés et réplicables facilement. Et voilà pour vous donner un ordre d'idée à quoi ressemble l'application. L'analytics, il y en a énormément. Jean-François parlait de reporting. On est dans ce cas-là. Ici, là, je vous ai mis des exemples sur les types de cartes qui sont utilisées et les montants associés au type de carte. Donc on retrouve des cartes Visa, Mastercard, etc. On retrouve les types de paiement aussi. Donc est-ce que c'est par carte ou par carte ou par du cash. D'autres informations donc sur les returning customers dont je parlais. Returning customer, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est la proportion de personnes qui reviennent payer dans le même magasin sur le même terminal comparé à ceux qui ne payent qu'une fois. Enfin, pour le même marchand. Pardon. Et du coup, on peut faire ce genre de statistiques assez finement sur le nombre de fois qu'ils sont revenus, les montants mis en jeu, le panier moyen utilisé et le nombre de visites moyennes. Donc on va vraiment, l'application propose des reportings qui peuvent être assez fins. Alors maintenant, je vous ai parlé brièvement de l'architecture, de comment ça fonctionne. Un retour d'expérience sur comment ça s'est passé opérationnellement durant cette petite année. Alors les promesses des microservices, c'est de dire ajouter un service finalement, c'est très simple. Et effectivement, nous on a répondu à cette problématique. Comme je vous disais, avec Kafka, ajouter un service c'est très simple parce qu'en fait on a entre guillemets juste à se brancher à Kafka, récupérer les événements qui sont dedans, les traiter et après les balancer dans Elasticsearch ou Couchbase. Et c'est vraiment très simple parce qu'on se concentre juste sur un domaine fonctionnel en particulier. Pour ceux qui connaissent le terme, on parle de bounded context, c'est une notion qui vient du domaine driven design. Donc on s'occupe que de ce domaine métier-là. Donc en l'occurrence, si je reprends l'exemple des returning customers, c'est vraiment un domaine particulier et du coup c'est très simple. Donc on a beaucoup de souplesse et beaucoup de gains de temps. Ajouter un service qui a une logique métier assez simple, ça nous demande 2-3 jours. Donc c'est vraiment... et test compris. Hein. Sur Couchbase, alors la promesse du monde NoSQL orienté document, c'est de dire effectivement je peux modifier un document, ajouter, enlever des attributs, ça n'a pas d'impact. Il se trouve qu'effectivement il y a des cas de figure où, comme Jean-François le disait, on est dans un système où suivant les régions, on va avoir des attributs qui vont s'ajouter, etc. Dans beaucoup de cas de figure, ça pose pas de problème puisqu'on consomme que ce qu'il y a. Donc l'attribut qui est ajouté, ça pose pas de souci aux anciens services. Mais il y a des moments où, lorsqu'on ajoute des attributs qui sont importants pour tout le monde, typiquement on a eu le cas il n'y a pas longtemps pour la notion de droit, on devait ajouter un attribut pour les droits. Les nouveaux services prenaient en compte cet attribut, donc pouvaient gérer assez finement les droits, alors que les anciens services, en fait, ils voyaient toutes les données. Donc c'était pas concevable. Et du coup, il faut mettre en place des mécanismes de reprise de données.
Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a des gros volumes de données qu'on manipule. Et il faut prendre en compte ça. C'est très structurant au final de faire un modèle orienté document. Bien sûr, on ne peut pas tout anticiper, hein, mais c'est quelque chose à prendre en compte par la suite, que soit vous pouvez vivre avec plusieurs versions de vos documents, soit vous avez pensé à l'avance à les découper, soit il va falloir faire de la migration et ça peut prendre pas mal de temps. Ouais, ce qui était assez simple, c'est de dire la promesse des documents, ils sont à géométrie variable, on peut avoir plus de data elements dans chaque document, ça marche très bien. La difficulté qu'on a eue quelquefois, c'est qu'on a eu des documents qu'on a été obligé de couper en deux parce que le client, l'utilisateur ou n'importe quel objet métier, bah finalement au début on pense que c'est un objet métier et puis il y a des contextes d'usage qui sont différents qui font que demain on doit couper cet objet métier qui était unique en deux et ça du coup c'est pas aussi simple à faire. Mm. Et du coup faut pas négliger l'investissement initial de mobilisation des données même si la promesse de flexibilité du NoSQL est là, mais il faut quand même réfléchir un petit peu au départ. Mm. Elasticsearch, donc Elasticsearch, je pense que beaucoup de monde connaissent Elasticsearch. Par contre, Elasticsearch ne fait pas tout, hein, comme beaucoup d'outils, il faut pouvoir s'adapter. Nous, typiquement, comme je vous disais, on a une structure hiérarchique, et du coup, lorsqu'on veut faire de l'agrégation de cette structure, Elasticsearch ne sait pas faire, ou alors il sait faire, mais on se lance dans une usine à gaz. Et du coup, on a dû développer des choses en amont, donc avec des acteurs AK, pour traiter cette donnée-là, la modéliser comme on voulait, et la mettre dans un nouvel index Elasticsearch. Notamment, je pense au Returning Customer, qui a besoin de brasser énormément de données. Donc il y a d'autres services qui ont besoin de ça, mais c'est quelque chose à prendre en compte. C'est les outils, ils font pas tout, et du coup, faut pouvoir s'adapter aussi par rapport aux outils. Kafka. Alors, Kafka, j'insiste encore une fois, c'est le point central de l'architecture. Du coup, il faut le chouchouter vraiment. Ça nous a pris beaucoup de temps, ça nous prend encore du temps, parce que à la base c'est assez simple. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un bus de messages, c'est un journal d'événements. La différence, c'est que en fait, Kafka va garder les messages tout le temps, enfin, ça a une durée de vie définie, qui peut être très longue. Et du coup, lorsque vous consommez vos messages, vous pouvez retourner en arrière assez facilement, consommer plus vite, avoir des consommateurs sur une file de messages qui va avoir son rythme. Derrière, ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y a du Zookeeper. Pour ceux qui connaissent ou qui ont fait du Zookeeper, c'est juste imbitable. L'API de Zookeeper de base, c'est horrible, on pleure. Nous, on a pleuré, hein, clairement. Zookeeper, le problème, c'est que c'est lui qui est le garant de Kafka. Donc, comme je disais, dans un topic de message, on dépile des messages et on a un système d'offset. Donc, c'est un ID qui permet de savoir où on en est dans le parcours des messages. Il se trouve que lorsque Zookeeper plante, on a tout perdu. Et impossible de récupérer quoi que ce soit. Du coup, au début du projet, on a eu énormément de problèmes là-dessus. On a trouvé un outil de Netflix qui est Curator, qui est une API au-dessus de Zookeeper. Et Netflix est gage de quand même bonne qualité et qui fait très bien le travail sur l'élection de leader, de pouvoir reprendre s'il y a une panne, des offsets, faire de la copie, etc. Du coup, le conseil, c'est de partir sur Curator avec Kafka et Zookeeper. Deuxième point, l'API de consommation. Donc, écrire dans Kafka, c'est très simple. L'API est toute simple, ça fonctionne très bien. Consommer dans Kafka, c'est une autre paire de manches, parce que comme je le disais, on peut avoir plusieurs consommateurs sur un même topic qui ont chacun leur vitesse de consommation. Le souci, c'est que c'est pas sec. Enfin, du moins, il y a un an, c'était pas sec, ça va de mieux en mieux. Et il y a de la documentation, mais la documentation est très simpliste. Et faut regarder. Enfin, nous, il a fallu regarder le code source, et ça pique un peu. Mais encore une fois, ça s'arrange pas mal. Pour ceux que ça intéresse, il y a une zone d'ailleurs où il y a la mise en place de consommation assez costaud. Enfin, le monitoring, donc avec tout ce que je vous ai dit, on ne pouvait pas se lancer sur la mise en place de Kafka sans monitoring. Là aussi, ça nous a pris pas mal de temps parce qu'on a essayé de faire des choses. Ça ne marchait pas très bien. On a trouvé des outils sur le marché en open source qui ne marchaient pas très bien. Il y a même un outil de monitoring, en fait, on s'est aperçu au bout de quelques temps, qui faisait planter notre Zookeeper. Pour un outil de monitoring, c'est un peu ballot. Et récemment, il y a LinkedIn qui a sorti l'outil Bureau, qui est donc un outil de monitoring qui fonctionne très bien, très efficace. Le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas d'écran pour afficher le monitoring. Donc ça fonctionne par API, donc il nous envoie du JSON. Donc on a dû rajouter un petit module d'administration dans l'application pour pouvoir voir toutes les logs et tout ce monitoring-là.
L'offset, par exemple sur les différents topics, l'offset il en est où par consommateur, voir si la donnée est bien répliquée. Donc déjà rien que ça c'est une énorme valeur, hein. Niveau environnement, alors le fait de travailler avec une infrastructure immutable, dockerisée, bah, au final tout ce qu'on développe sur notre machine en local, ça va être la même chose sur les environnements d'intégration et de production. Tous les tests qu'on fait sont identiques sur toutes les plateformes. Ça c'est un grand support, une grande liberté. Et vraiment ça marche bien. Ça prend du temps de faire toutes ces choses-là. Comme je disais tout à l'heure, l'infra, mettre en place, automatiser tout ça, on a mis beaucoup de temps, on s'est pris des murs. Mais au final, tout ce qu'on fait là maintenant, on n'a jamais eu de surprise en production jusqu'à présent. Alors Docker, Mesos, Marathon, le trio, donc qui marche très bien, c'est super. Par contre, petit bémol, c'est lorsqu'on se lance dans l'aventure Docker et vous devez faire parler des petits copains AK, bah, vous devez sortir de vos conteneurs Docker et trouver vos copains qui sont potentiellement sur d'autres machines. Et là, c'est un peu la foire parce que bah, les IP ports, vous entendez parler que de ça, vous gérez que de ça. Du coup, faites attention à ça. C'est peut-être des choses qu'on ne connaît pas assez ou dont on n'a pas assez l'habitude, étant développeur pur back-end et pas trop ops. Je me suis pris des claques, hein, on a dû apprendre. Mais attention, si vous vous lancez là-dedans, vous allez avoir affaire à ces problématiques-là qui sont pas super simples. React Flux, donc Jean-François, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. React pour l'approche composant. Comme vous voyez tout à l'heure, les écrans que je vous montrais, on a des formulaires. Donc un formulaire, c'est un composant. On a créé une abstraction de ça, du coup on peut répliquer facilement, réutiliser vraiment ces composants-là. On a choisi l'approche Flux pour la structuration, l'organisation du code avec le pattern client store action. Pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de MVC. Plus simple. Plus simple, mais pour ceux qui connaissent. Et l'approche composant fait que bah, là aussi on a la notion de DDD, de pouvoir isoler nos composants fonctionnellement, on va dire, et donc rajouter des tests unitaires sur ces composants. C'est très simple et on touche vraiment la cible juste. Tout ce qui est DevOps, donc vous l'avez compris, j'en ai déjà un peu parlé avec Docker. Bah, ça prend du temps d'automatiser tout ça. Le provisioning, c'est quelque chose qu'on a clairement sous-estimé au démarrage du projet, hein. On était parti en mode bon, ça va être pas très compliqué, on verra ça après, l'automatisation. Au final, non. C'est finalement, je pense, ce qui nous a pris le plus de temps dans le développement de l'application. Ça a été difficile et long parce que, comme je disais, on était plusieurs dans l'équipe à être d'un monde plutôt back-end, un peu front-end aussi, mais très peu ops. Du coup, il a fallu mettre la main à la pâte et faire de la montée de compétences et donc faire du pair, de code review, etc. Faire venir des petits copains de l'alliance WeScale par exemple. Et du coup, là aussi, si vous vous lancez là-dedans, ne négligez surtout pas les compétences opérationnelles. Tout ce qui est log, donc bien entendu, tous nos services ont des logs, hein, mais déjà à 15 services, vous imaginez bien qu'on ne va pas s'amuser à se connecter sur chaque service et regarder les logs. Bonne pratique, c'est de les agréger. Mais pour les agréger, on a fait petite erreur du débutant, on va dire. Bah, faut mettre un ID unique, hein, surtout, c'est très important. Parce que comme le schéma le montre, bah, vos messages vont passer à travers plein de services. Et du coup, pour savoir où il s'est arrêté en cas de problème, bah, c'est pratique de savoir quel ID c'était. Ça, c'est une évolution hein, par rapport aux compétences et aux pratiques habituelles. Quand on a un problème de façon traditionnelle, on prend le débugger, mais là, le débugger, ça marche pas parce qu'il y a plein de services dans tous les sens. Et ce qui compte, c'est surtout tout ce qui est logué et de suivre à la trace, c'est les événements de service en service, quoi, hein. Et c'est ça qui permet de se dire, ah bah c'est resté coincé là, et pour quelle raison, et c'est comme ça qu'on trouve les problèmes à corriger. Cette agrégation, on réutilise notre système. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on capte ces logs, on les envoie dans un topic spécial Kafka, et il y a un acteur qui se charge de dépiler ces logs et de les envoyer dans Elasticsearch, qui sont après analysés avec du Kibana, par exemple. Les tests, donc tester ce genre d'application, c'est pas forcément très simple aussi. Donc tester unitairement un acteur, ça se fait très bien, les outils d'AK sont très bien faits. Par contre, si on veut tester toute la chaîne, ici je vous ai mis l'exemple, bah là je vais tester mon service de Returning Customer. Avec toute la chaîne, bah, ça devient compliqué. Dans l'équipe, on a créé un plugin SBT
qui, au moment de la phase de test, lorsque vous faites SBT test, en fait, va lancer tout cet environnement. Donc on a dockerisé Couchbase, Elasticsearch, Kafka. On lance tout cet écosystème, on injecte des données de test dans Kafka. Notre acteur, pour le tester, on va dépiler les événements. On va voir s'il applique bien les bonnes règles fonctionnelles. Il écrit dans Elasticsearch et Couchbase et on vérifie que la donnée est au bon format. Donc on a créé tout cet écosystème de test qui est très important aussi et qui nous assure beaucoup de fiabilité. Là, je vous parlais des tests applicatifs. On a mis en place aussi des tests d'infrastructure. Pour ceux qui connaissent peut-être ou pas, il y a Netflix qui a eu la très bonne idée de sortir une suite Simian Army et plus particulièrement l'outil Chaos Monkey. En fait, ce qu'il propose, c'est un peu brutal. Vous lui donnez votre parc de machines, toute votre architecture, et lui, il charge au hasard de killer des machines et voir si votre architecture est résiliente. Nous, on a mis ça en place. C'est très simple à mettre en place. Par contre, les résultats, on peut être assez surpris. Mais ce qui nous apporte beaucoup de fiabilité sur l'application. Ça donne ensuite une bonne confiance dans la continuité de service du système. Typiquement, il va être capable de casser un nœud Kafka, casser un nœud Couchbase et voir si votre archi tourne toujours. Ce qui est important vu les temps qui sont attendus. Pour continuer dans le monitoring, aussi du monitoring sur de l'infrastructure, pas seulement sur l'application. Donc, étant sur Amazon, on a naturellement pris du CloudWatch, donc, qui permet donc de voir le pourcentage de CPU utilisé, la RAM, le disque, etc. et d'avoir de l'alerting derrière. Donc très, très pratique. On a aussi mis en place, peut-être moins connu, qui connaît Sensu Ichiwa dans la salle, où on en a entendu parler? Non. Ce genre d'outil vous permet donc d'envoyer vos logs d'infrastructure, de piloter ça. Ici, on voit que justement, on a des checks sur nos Mesoslave, sur nos machines Elasticsearch, et on pilote vraiment tout ça, et on est alerté en cas de problème. Donc vous voyez, on a vraiment mis du monitoring à tous les niveaux, que ce soit au runtime, sur de l'infrastructure. On va conclure. En conclusion, avant de vous laisser un petit peu de temps pour les questions-réponses, bon, donc on espère qu'on vous a convaincu qu'on n'a pas fait un projet dirigé par la technologie, même si, comme l'a dit Nicolas, il y a beaucoup de technologie, mais que ces choix-là, ils ont surtout été dirigés par les enjeux du projet, et principalement la recherche de modularité et d'extensibilité avec des équipes distribuées de par le monde, ce qui est assez exigeant, avec des contraintes aussi d'exploitation, de continuité de service et de gestion de volume aussi importants. Et je pense que si on essaye de se dire pourquoi ce projet a bien marché, il y a plusieurs raisons. D'une part, on ne l'a pas tellement dit, mais on est complètement en développement agile. Donc sur des sprints de 2 semaines avec du développement itératif, ça permet de se dire où sont les problèmes petit à petit, comment on les résout et surtout on les identifie le plus tôt possible pour y trouver des solutions. Nicolas en a parlé, c'est vrai qu'il y a la promesse des technologies, mais il y a aussi la nécessité de monter en compétences dans les équipes. Même si on a des équipes chez Xebia qui étaient assez orientées back, c'est vrai que DevOps, au-delà du contexte, ça veut dire que les développeurs, ils comprennent un peu le monde des opérations et réciproquement. Donc ça, c'est pas non plus immédiat. Il faut pouvoir le faire. Et le diffuser dans l'équipe et ne pas être dépendant de une personne qui lui est en charge de ces questions-là, qui a compris mais les autres n'ont pas compris. Donc systématiquement capitaliser sur les retours d'expérience et diffuser ces retours d'expérience au sein de l'équipe. Pour être concret, en fait, à la base c'était une équipe de 8 personnes et dans ces 8 personnes il y avait une personne opérationnelle et du coup c'était, comme je le disais, vu que c'était la majorité du temps des outils à mettre en place, cette personne-là ne pouvait pas tout absorber. Du coup, le partage de la connaissance a joué beaucoup sur ce projet. Voilà, et donc après, ce qui est important, parce qu'on a quand même beaucoup de composants, je pense qu'il faut avoir de façon continue, au fil des sprints, une recherche permanente de la solution la plus simple, parce qu'il y a très vite une tendance à faire des choses un peu compliquées, surtout quand on est tenu d'aller vite pour finir le sprint et puis de prendre peut-être des raccourcis. Il faut sans cesse prendre un peu de recul, c'est une difficulté avec l'agile. Il y a le temps court des sprints et puis il y a un temps plus long où on doit prendre du recul et se dire comment on peut
toujours simplifier la solution, parce que c'est comme ça qu'on a une solution performante et évolutive. Et puis je rajouterais qu'on a bien travaillé entre les équipes Ingenico et les équipes Xebia. Moi j'avais des collaborateurs Ingenico en permanence dans le studio chez Xebia, et je pense que c'est ça aussi le secret d'un projet qui est nouveau, avec beaucoup de technologie, c'est quand chacun se challenge. C'est-à-dire Ingenico challenge Xebia pour obtenir des choses, et Xebia en retour challenge Ingenico pour... Et là, ça fait les projets réussis parce qu'on sort par le haut, parce que chacun se challenge par rapport aux objectifs et aux enjeux du projet, la recherche de simplicité, et la satisfaction des enjeux de scalabilité, de modularité, etc. Voilà, je pense qu'on a un peu de temps pour les questions, si vous en avez. Ah, tout de suite, il y en a. Ouais. Vas-y. Ah oui, oui. Bah ça va être, en fait, ça va être piloté par le monitoring. Il va te dire, bah attention, tu vas avoir tant de charges. Et après, bah il y a bien quelqu'un qui va aller sur Marathon et dire, bah tiens, j'ai besoin de plus d'instances. Oui, ça Oui, c'est à la main. c'est pas automatisé ça. Oui, Comme je disais tout à l'heure, on a quand même la chance d'être sur du commerce avec des périodes de pointe qu'on connaît à l'avance. Hein, on n'est pas ah bah tiens, aujourd'hui il y a une charge qu'on n'avait pas imaginée et qui est fondamentalement différente de celle de la veille. Donc on s'est pas mis en position d'augmenter les capacités en temps réel. Et moi l'expérience que j'avais dans une vie antérieure, c'est que c'est pas toujours. Il y a un temps de latence. On dit ah ça commence à chauffer, donc je rajoute des ressources. Mais finalement il y a un certain temps de latence avant que les ressources soient vraiment opérationnelles. Donc on s'est plutôt dit on fait pas du temps réel, on fait du suivi avec des opérateurs humains et avec un temps de réaction un peu différent. Alors, oui, donc PCI DSS, c'est un organisme, on va dire, d'industriels et d'acteurs dans le monde du paiement qui définit un ensemble d'exigences de sécurité dès qu'on manipule des données sensibles. Donc, la première version du système qu'on a en Asie-Pacifique n'est pas... on s'est débrouillé pour qu'elle ne manipule pas de données sensibles, donc elle n'est pas obligatoirement dans une logique PCI DSS. On a un autre projet dans un autre contexte où là, on va être en PCI DSS, mais on ne mettra qu'une sous-partie de l'architecture en PCI DSS juste pour traiter les données dites sensibles, donc les numéros de carte et choses comme ça. On le fait de façon limitée. Amazon, on peut monter une architecture complète conforme à PCI DSS sur Amazon. Il y a des gens qui le font. Mais nous, comme c'est assez lourd, on a décidé de ne pas le faire pour commencer. Oui. alors C'est pour toi. déjà dans AK, ils ont eu la bonne idée d'anticiper l'arrivée de Docker. Du coup, AK propose de faire du binding de port et d'IP. Du coup, ça nous a un peu simplifié la vie. Après, on a dû faire du développement un peu custom de notre côté pour découvrir des services, donc enfin des programmes pour que les copains se parlent entre eux au sein de Mesos et Marathon. Donc, ouais. Mais déjà, enfin, Mesos Marathon nous fournit des API, on peut se baser dessus, hein, en fait, tout simplement. On n'a pas réinventé la roue non plus. Bah, là, vu qu'on a une quinzaine de services, c'est pas, enfin, il y a très peu de chances qu'on rentre en conflit. Effectivement, c'est une problématique on verra arriver par la suite, mais là, pour le moment, non. Euh,
Donc, heureusement, on s'en est rendu compte des problèmes de modélisation des données avant qu'on ait des systèmes en opération complète. Donc, on n'a pas. Bon, après, on le fait en blue-green. On peut très bien monter un autre environnement à côté, transférer les données et faire comme ça. Mais c'est forcément des opérations plus lourdes, ça. Si ça vous intéresse, je fais une autre présentation cet après-midi, j'en parle. Non, non, en fait là c'est du R6log, donc sur chaque service qui envoie tout à Kafka. Il y a un petit connecteur à Kafka et puis après, comme je disais, c'est un acteur qui va dépiler Kafka et envoyer ça dans Elasticsearch. J'ai une petite question par rapport à votre modèle de données. Est-ce que le modèle de données qui est sur FlowCHDB, il est vu par tous les microservices? Ou bien chaque microservice a son propre modèle? Non, Dans le cas où il est vu, est-ce qu'il y a, vous avez eu des problématiques de transaction entre les différents microservices? il est vu par tout le monde et puisqu'en fait, enfin, tout est lié. Enfin, l'acquéreur, enfin, comme je disais, c'est hiérarchique. L'acquéreur a des marchands et marchands, etc. Donc tout doit être vu. On a pris le parti de faire un document pour tout pour le moment. Ça va avoir tendance à changer. Après, les problématiques d'écriture, non, on n'en a pas eu. Ça peut se poser. Effectivement, on s'est posé la question, mais on a pris le parti de dire bah, commençons comme ça. Et pour le moment, vu la charge qu'il y a, c'est pas un problème, mais effectivement, ce sera peut-être par la suite, mais la probabilité est très faible. Vous acceptez d'avoir de l'incohérence éventuellement? Oui, on accepte. Mais pour le moment, enfin bon, on fait beaucoup de tests. Ça tourne avec quelques clients et on n'a jamais eu le cas de figure encore. Après, comme on dit, il suffit d'une fois, hein, mais on est prêt à l'accepter. Oui. Le delta, bah en fait tout simplement, enfin pour le moment il y a pas, il peut y avoir un delta effectivement, mais c'est pas un problème parce que nous ce qui prime en fait c'est tout ce qu'il y a dans Elasticsearch, c'est ça qui est exposé au client. En fait Couchbase c'est surtout pour faire de la sauvegarde en cas de problème dans Elasticsearch, pour retrouver un peu de la data, mais on va dire que c'est entre guillemets secondaire. C'est important, mais oui. Ouais, donc, bon, d'abord, ça c'est la cible, on n'est pas encore à autant. Mais ce qu'on a mis en place, d'abord c'est un repository de code source unique. Et la R&D centrale est en position d'être, enfin, de gérer la gouvernance. C'est-à-dire que bah, si tout le monde, dans un modèle open source interne, hein, on dit bah, voilà mon projet, et voilà ce que j'ai fait, et c'est repris et piloté par la R&D centrale qui s'assure que les développements faits de façon indépendante sont corrects, cohérents et qu'on peut les accepter. Oui, avant de reprendre la solution globale. Notre principe, c'est de dire, parce qu'on a connu ça dans le passé, la R&D centrale, elle peut être facilement le goulot d'étranglement. Donc on veut sortir de ça. Donc on laisse l'opportunité aux régions de faire ce qu'elles ont besoin de faire pour leurs clients. Mais, et c'est aussi un changement de comportement et de mission de la R&D centrale, elle est le garant de la cohérence d'ensemble, de l'architecture et du fait qu'on peut reprendre un développement local dans la ligne de développement principale. Voilà, il faut connaître tous les projets doivent être connus, il y a une certaine transparence, hein, mode open source c'est transparence et confiance. Donc les projets sont connus, évidemment il y a une phase d'adoption où la R&D centrale accompagne beaucoup les régions aujourd'hui. Elles ne sont pas complètement autonomes, mais elles sont en capacité d'étendre le système. Elles ne sont pas encore complètement autonomes aujourd'hui. GitHub. GitHub, ouais. Mm. Sur le cloud. Sur le cloud. Mm. Oui, Oui, oui. privé, Ouais. privé. Oui.
Inner source. Inner source, ouais. Oui. Là, typiquement, pour le moment, ce qu'on peut se permettre de faire, comme on disait, c'est que on n'a pas de reprise de données, c'est qu'on écrase tout, on fait la montée de version. À terme, en fait, ça va être de faire fonctionner deux versions de service en parallèle et de petit à petit décommissionner la première version. C'est-à-dire de faire en sorte que le flux passe par la version 2 et de l'adapter ou de prévenir les clients de s'adapter. En fait, la solution est encore assez jeune, donc les évolutions, elles sont surtout dans le développement de nouveaux services, en fait. Petite question par rapport au nombre de personnes qui ont participé à la solution en termes de dev et le temps que vous avez pris pour mettre en place cette 8 personnes, c'était de façon initiale, hein, il y en a Ouais. beaucoup moins maintenant. C'était 8 personnes pendant, on va dire, 5 mois. Après, on est descendu à 4-5. Et on est à 4 là. Là, à 4 personnes là aujourd'hui. Et on a commencé. Alors, il y a eu un premier POC de 2 mois et demi. Et après, là, la solution développée, ça a pris 9 mois. Enfin, non. avec des première des jalons. release en 4 mois. Oui. 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 Pour l'instant, on maîtrise les appels. Enfin, on Ouais. sait qui appelle quel service. Il n'y a pas de volonté à l'exposer. Non, non. Les premiers cas ont été. Enfin, avec l'IPOS, ça arrive cette situation-là, mais pour le moment, on le supervise comme le reste des flux, quoi, hein, sans distinguer des charges, différents types de charges externes, quoi. On va arrêter là. Si Ouais. vous avez d'autres questions, on peut vous prendre après. Mais merci à tous. Merci.